Pierre Januel. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Januel, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du droit, je crois qu'on peut le dire un peu comme ça. Vous avez publié un article la semaine dernière sur le site Next Impact. Vous revenez d'ailleurs sur la publication des 3 décrets du gouvernement publiés la semaine dernière, des décrets qui sont passés assez inaperçus, des décrets qui portent pourtant sur des fichiers du renseignement territorial de la police et de la gendarmerie et des fichiers qui permettent d'alimenter les enquêtes administratives des magistrats et des policiers. Alors, vous dites dans ce papier que l'ensemble de ces décrets musclent les possibilités de fichage politique. Si l'on résume, dorénavant, il sera possible pour les services du renseignement de ficher les personnes selon leur opinion politique et leurs convictions religieuses. C'est bien ça dont il est question ? Oui, alors il faut repartir sur la base, sur à quoi servent ces 3 fichiers. Je ne sais pas si certaines personnes anciennes ici se souviennent du décret Edwige en 2008. En fait, on a des vieux fichiers du renseignement territorial, les anciens RG. Et en 2008, le gouvernement avait mis en place un décret pour pouvoir ficher les personnes qui menacent la sécurité publique. Tout le monde ne peut pas être fiché. Il faut que les services de renseignement vous considèrent comme une menace potentielle à la sécurité publique. On puisse les ficher en fonction de leur opinion politique. Il y avait aussi l'état de santé, il y avait aussi l'orientation sexuelle. Et donc, c'est un décret qui avait fait une forte polémique à l'époque et qui avait été retiré par le gouvernement, qui avait créé à l'époque le fichier PASP, prévention des atteintes à la sécurité publique, et où on disait en fait on ne va plus ficher l'opinion, on va juste ficher les activités parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est les personnes vraiment dangereuses. 3 ans après, on a créé JPASP, qui est un peu le clone de PASP, mais pour les gendarmes, qui eux aussi avaient des vieux fichiers de renseignement. Et en fait, maintenant, il y a la numérisation. Et donc, ils ont leur propre outil qui s'appelle JPASP. C'est des fichiers sur lesquels on retrouve à chaque fois à peu près 40 000 personnes. Alors, on a assez peu de chiffres. On a juste deux rapports qui datent de 2018 et qui disent à l'époque, voilà, on a à peu près un peu plus de 40 000 fiches pour chacun des 2 fichiers, ce qui est assez conséquent. Voilà. Et ces fichiers visent à concentrer l'ensemble des personnes qui menacent les sécurités publiques. Alors, ce n'est pas des fichiers sur le terreau. Alors là, on a des fichiers de sûreté de l'État qui sont peut-être plus costauds et qui vont plus loin et qui sont aux mains du service de renseignement. Parce que jusqu'ici, par exemple, la DGSI n'avait pas accès à PASP. Donc, c'est vraiment un fichier du renseignement territorial où vous allez retrouver toutes les personnes qui menacent. Donc, c'est les hooligans, les manifestants violents. Donc, on peut penser qu'il y a un certain nombre de gilets jaunes qui sont dans PASP ou dans JPASP. Donc, voilà, c'est quand même des fichiers assez larges, parce que sinon, on n'y retrouverait pas 40 000 personnes. Et les 3 décrets qui sont parus ce week-end, notamment 2 d'entre eux, visent à muscler possibilité les renseignements qu'on va pouvoir rentrer. Donc, effectivement, alors qu'en 2009, on nous avait dit on ne fichera plus les opinions, on fichera juste les activités politiques ou les activités religieuses, on va pouvoir ficher les opinions et les convictions religieuses des personnes, puisque cette garantie a été supprimée dans le décret. De la même façon, on va pouvoir maintenant ficher des choses qui relèvent du secret médical, notamment si la personne a des addictions. Donc ça, c'est dans la partie fragilité, mais aussi dans la partie menace, on a si elle a éventuellement des troubles psychiatriques. Et de la même façon, on a étendu les motifs qui permettent d'être fichés, puisque en cas de menace potentielle, non seulement à la sécurité publique, mais aux institutions de la République, c'est une notion assez floue, on va pouvoir vous ficher aussi. Donc voilà, on a vraiment musclé les possibilités de ficher par ces décrets-là. C'est quoi la justification en gros qui aura accès à ces fichiers et surtout qu'est-ce qu'ils pourront en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un fichier médical? En fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, on va donner au renseignement territorial, donc aux policiers et gendarmes, la possibilité d'accumuler des connaissances sur un certain nombre de personnes dès lors qu'elles représenteraient des menaces. Et on y reste pour longtemps, puisque dès qu'on rentre une information, la fiche est repartie pour 10 ans. Donc voilà, on est sur des décrets assez longs sur lesquels on peut revenir. Et c'est des décrets qui sont notamment utilisés, alors qui peuvent être utilisés pour suivre la personne, mais qui peuvent aussi être utilisés au moment des enquêtes administratives. Donc ça, c'est l'objet du 3e fichier. Imaginez, par exemple, que vous voulez devenir fonctionnaire, un agent de police municipale, magistrat, policier ou même agent de sécurité privée. Il y a tout un tas. On a cessé d'étendre les motifs qui permettent les enquêtes administratives. Si on trouve dans cette fiche des choses où on se dit « Ah, il menacerait la sécurité publique parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il a fait telle ou telle chose », on pourra vous refuser une habilitation. Donc, ça peut servir notamment à ça. Et ça peut aussi servir à suivre la personne. On est vraiment sur les anciens fichiers DRG, en fait. Donc, c'est vraiment cette logique-là.
Qu'est-ce qui distingue, parce qu'on a entendu, vous l'avez dit d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on pouvait ficher les activités politiques, religieuses ou syndicales. Là, il s'agit uniquement des opinions. Qu'est-ce qui distingue les activités politiques des opinions et pourquoi ce qui n'était pas possible en 2008 devient aujourd'hui possible? Alors, qu'est-ce qui distingue les activités des opinions? Une activité, c'est quelque chose de matérialisé et on met aussi les opinions. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir regarder beaucoup plus qu'auparavant et noter qu'est-ce que la personne met sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, on va pouvoir aussi mettre dans l'éventuellement fichier les pseudonymes de la personne si on les retrouve. Alors, ce pas des fichiers, on ne va pas interroger la personne pour qu'elle nourrisse Hmm. PASP ou JPASP. C'est des fichiers que les policiers et les gendarmes, des informations qu'ils auront recueillies de leur côté. Donc, par exemple, on ne va pas demander au médecin, on ne va pas pouvoir demander au médecin de donner tout le dossier médical de la personne pour savoir si elle a des troubles psychiatriques. Mais si on recueille l'information et on peut la recueillir de plein de façons différentes, on va pouvoir la mettre là-dedans. Pourquoi ce qui n'était pas possible en 2009 et ce qui avait été rejeté à l'époque est possible aujourd'hui? C'est juste parce qu'on a augmenté notre tolérance aux capacités de fichage avec l'argument terroriste, quand bien même, à la base, ce décret ne vise pas les personnes. Les personnes radicalisées ont leur fichier propre et elles ont le FSPRT. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce fichier n'est qu'un fichier par la multitude de fichiers qui permettent de suivre les personnes qui représentent une menace. Et si une personne représente une menace terroriste, elle relève de fichiers de sûreté de l'État qui sont nettement plus secrets, en fait. On n'a pas accès, on ne sait pas ce qu'il y a dans un certain nombre de fichiers, dès lors que ce sont des fichiers terroristes. Mais n'importe qui ne peut pas se retrouver dans un fichier terroriste. Ouais. Qui décide d'ouvrir un de ces fichiers? Est-ce que c'est un simple agent de la police nationale ou un gendarme qui décide, voilà, sous prétexte qu'il aurait… Alors, c'est des gens, on est quand même sur des agents qui sont habilités, qui sont normalement formés pour suivre le dossier, mais oui, effectivement, c'est un fichier de police. Ce n'est pas un fichier aux mains de la Donc, justice. c'est un policier. Et par exemple, si on considère que C'est pas n'importe quel policier, mais effectivement, c'est un policier. tu es habilité spécialement. Mais si, par exemple, aujourd'hui, quand on écoute le gouvernement, on a l'impression, par exemple, que les islamo-gauchistes, je reprends les mots de certains membres du gouvernement, pourraient porter atteinte aux institutions de la République. Donc, ça veut dire que des gens qui travaillent chez Mediapart, qui sont à l'UNEF, qui sont à la France Insoumise, ils pourraient potentiellement être fichés pour atteinte aux institutions de la République. Dès lors qu'on les menace comme une menace d'institution à la République, une menace à la sécurité publique, ils peuvent l'être. Je ne dis pas qu'ils le sont, mais je dis que potentiellement ils peuvent. Et effectivement, on peut penser légitimement que toutes les personnes qui sont autour, par exemple, du CCIF, peuvent être fichées puisque le CCIF a été dissous et que ce fichier, et parmi les modifications qui ont été faites, c'est aussi augmenter les liens potentiels entre une personne physique et une personne morale. Donc, voilà, je pense que ça serait compliqué de mettre certains journalistes qui ont la carte de presse dans le fichier, mais ça s'est déjà vu dans le passé. On a quand même une vieille histoire entre les services de renseignement et le fichage de certains journalistes. Voilà, on n'est pas sur de la préhistoire, on est sur des choses qui se passaient vraiment jusqu'aux années 80, 90. Voilà, il n'y a pas d'exception. C'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on est exclu de fait du fichier. Voilà. Parce que ce qui est étonnant, et vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les fichiers, et d'ailleurs il existe des fichiers quand on est une menace à l'ordre public, et notamment pour des questions de terrorisme, on comprend, mais sur l'intitulé qui évoque les atteintes aux institutions de la République, ça reste très large, non? Moi, je trouve très large. Après, l'autre aspect de la modification qui a été faite, c'est, voilà, dans notre droit, on a un droit particulier qui est autour des fichiers de sûreté de l'État, qui sont les fichiers, voilà, pour les personnes qui représentent les plus fortes menaces et qui sont des fichiers aux mains des services de renseignement. Ce décret-là, et la CNIL le dit dans son avis, on va donner à PASP et à JPASP un aspect fichier de sûreté de l'État pour certaines des informations. Mais en fait, tout est mélangé un peu des deux. Et si jamais, par exemple, vous voulez faire un recours contre les informations qui seraient dans ce fichier, vous n'allez pas savoir s'il va falloir aller devant la formation spécialisée du Conseil d'État ou devant le tribunal administratif. Donc, effectivement, on mélange un peu des deux voilà, et on fait de ce fichier qui était à la base pas un fichier terreau, on en fait aussi en partie un fichier terreau, et donc on a un mélange et en fait ce qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire une pollution du droit normal par le droit antiterroriste. Alors justement, là, vous venez de mentionner la CNIL. Elle pourrait pas, ça paraît quand même un peu attentatoire à pas mal de libertés, la constitution de ce fichier. Elle pourrait pas émettre un avis qui dirait bon, bah, ça va pas trop, ces décrets.
Alors, elle a émis un avis où elle pose un certain nombre d'interrogations, par exemple sur des points que j'ai soulevés, ou aussi sur le point de la reconnaissance faciale. Mais elle peut s'opposer à l'application de Même ce si décret. ça n'existe pas encore informatiquement, mais il veut mettre en place cette potentialité, et ça, on le lit dans l'avis de la CNIL. La CNIL peut aussi faire des contrôles, c'est-à-dire elle peut, contrairement à d'autres fichiers de sûreté, elle peut en partie contrôler le fichier PASP et voir si des personnes qui ne menacent pas la sécurité publique ne se retrouvent pas dans ce fichier. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu de transparence derrière tout ça. Normalement, vous avez un rapport public annuel sur PASP et JPASP. Ce rapport n'a été remis qu'une seule fois en 2018. On a très peu de connaissances et on sait à peu près le nombre de personnes qu'il y a, mais même ça, le chiffre peut beaucoup fluctuer. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est ce qui est un peu dérangeant dans ce décret. Par ailleurs, en tant que journaliste, on sait très bien que le ministère de l'Intérieur peut nous abreuver de communiqués de presse sur tous les sujets du monde. Là, il passe 3 gros décrets au journal officiel. Il n'y a pas eu une seule communication, il n'y a pas eu non plus une seule annonce. La modification de PASP et JPASP n'est par exemple pas mentionnée dans le livre blanc de la sécurité, qui est pourtant un livre très intéressant qui a été remis le mois dernier. Mais quand même, pour revenir sur la CNIL, elle considère quand même que ce texte, enfin, en tout cas les décrets, ont vocation à régulariser des pratiques existantes. Ça veut dire que la CNIL avait déjà révélé des fichages qui n'étaient pas forcément tout à fait justifiés. Alors, ça relève qu'il y a, moi, par exemple, sur le fait que les services de renseignement et de justice ici n'avaient pas accès aux fichiers, je pense qu'ils y avaient accès quand même. Et ce n'est pas illégitime que la DGSI puisse accéder à ce fichier-là. Mais c'est toujours très curieux de lire la CNIL qu'on va régulariser des choses qui n'étaient pas légales et qu'on faisait quand même. Donc, c'est assez inquiétant quand même pour la suite et de savoir quelles autres pratiques illégales on fait. Et voilà, et même la CNIL ne dit pas quelles étaient les pratiques illégales qui sont ainsi régularisées. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une criminalisation des opinions? Jean-Luc Mélenchon, au moment de son procès en septembre 2019, avait essayé de populariser le terme de lawfare, c'est-à-dire le fait d'utiliser la justice pour mener une guerre juridique à l'égard de ses opposants politiques. Avec ces décrets, est-ce que c'est un pas de plus dans cette direction? Alors moi, je ne crois pas trop l'offert parce qu'on a des institutions, une justice française qui contrôle quand même un certain nombre de choses. Et typiquement, on a les mêmes poursuites vis-à-vis de partis au pouvoir. Le MoDem est englué dans cette affaire des assistants parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a aussi une mise en examen. Voilà, la justice fonctionne normalement dans notre pays. Donc c'est pour ça que j'ai parfois un problème avec le concept de l'offert. Par contre, il y a effectivement, et on le voit dans les discours, et même dans le projet de loi séparatiste, on crée des nouveaux. On va beaucoup plus loin dans les possibilités de dissoudre de ceux qu'on considère comme des ennemis. Alors, par exemple, typiquement, je ne pense pas que Mélenchon est particulièrement visé et ne va pas se retrouver fiché, ou les députés soumis ne vont pas se retrouver fichés dans ce fichier-là, ne serait-ce parce qu'on a un État, on a un État de droit et on a des fonctionnaires qui ne sont pas là pour ficher n'importe qui et faire n'importe quoi. Mais on accroît les possibilités. Voilà. On accroît les possibilités et aujourd'hui, voilà, typiquement, on a décidé que le CCIF était un ennemi, donc on accroît les possibilités de lutter contre cet ennemi. C'est toujours problématique dans une démocratie de se dire qu'on peut dissoudre ou aller plus loin sur ces ennemis dès lors qu'ils ne menacent pas forcément la sécurité publique. Voilà. On a une dernière question, Pierre. Demain débute le projet de loi séparatisme. Le Conseil d'État a donné son feu vert tout en indiquant que le texte soulève de délicates questions de conformité à la Constitution. Qu'est-ce qui pose problème principalement sur le plan du droit? Pour le Conseil d'État, en fait, le gros problème du projet de loi séparatisme, c'est que vous avez une cinquantaine de mesures et le Conseil d'État lui-même dit que ce texte va toucher presque toutes les libertés publiques que l'on connaît. Par ailleurs, c'est un texte qui va modifier la loi de 1881 sur la presse, la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1905 sur les cultes et la loi de 1882 sur l'instruction scolaire à domicile. On a là les 4 piliers de la République. Donc, on a un gouvernement qui se juge légitime pour réécrire en grande partie des lois fondatrices de la République. En soi, ça pose problème. Après, le Conseil d'État, dans son avis, fait un avis à la Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il est là pour voir si les différentes mesures sont adaptées ou non. Il est critique sur certaines d'entre elles, notamment sur la dissolution des associations, parce qu'il trouve que les motifs qui vont permettre une dissolution d'une association au Conseil des ministres
que souhaite le gouvernement sont trop larges. Par exemple, là, il est revenu là-dessus. Il trouve aussi que certains des délits qui sont proposés, par exemple le délit de séparatisme, sont problématiques dès lors que on a dans les éléments constitutifs de l'infraction les motivations, les convictions philosophiques ou religieuses de la personne. Donc, il a pareil sur l'instruction à domicile, il trouve que le projet gouvernemental allait trop loin. Donc voilà, il fait un avis à la Conseil d'État. Après, le but du Conseil d'État, ce n'est pas de juger de l'opportunité d'un texte, c'est de voir si est-ce qu'il est ou non conforme à la Constitution. Voilà, on est en pleine crise politique, sanitaire, sociale, économique. Le gouvernement décide de faire un gros projet de loi sur le séparatisme qui va occuper beaucoup l'espace public jusqu'au mois de janvier, février, mars. C'est un choix politique et je pense que le Conseil d'État n'est pas juste du choix politique. Il a juste regardé l'aspect constitutionnel de la chose. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Pierre. Merci.